Donc, je me réjouis évidemment que les taux de positivité et les taux des facteurs, c'est ceux qui m'intéressent, parce qu'on sait bien que le taux d'incidence dépend aussi du nombre de tests réalisés. Et donc, tant mieux, cette diminution est parfois faible, mais pour le taux de facteur de production, il est quand même relativement sensible, à mon avis, hein, comme l'a précisé Madame Denux. Et on peut tous s'en réjouir, mais on ne doit pas non plus penser qu'on doit relâcher l'effort. Hein. Et je pense qu'il faut maintenir l'effort, notamment le couvre-feu, pendant un bon moment, y compris peut-être jusqu'à la Pâques, je ne dis pas fin, jusqu'au certain moment, jusqu'à ce que la diminution soit sensible, d'autant que notre hôpital est encore très occupé en réanimation, en soins d'urgence, et on doit aménager une marge suffisante au cas où on a accueilli des voisins en transfert sanitaire, et, que la France elle-même hexagonale commence à être saturée avec tous les transferts, ce qu'on ne veut pas se permettre avec autant de facilité technique. Donc il y a quand même double précaution, triple précaution, comme l'insularité, on parle de triple insularité, d'handicap structurel, humanitaire par rapport à cette crise. On doit en tenir compte dans les mesures qu'on prend pour pouvoir limiter et éviter la reprise épidémique et impulser un mouvement à la baisse sensible, nous ménage une marge suffisante au cas où. Donc voilà, donc le variant anglais, je ne sais pas si c'est déjà totalement exprimé en Guadeloupe, est-ce qu'il a pris à 100% la place du Covid, du virus initial? Je ne sais pas, j'aimerais avoir des précisions. Auquel cas, ceci nous amène encore à être plus précautionneux parce que il semblerait, selon ce que j'entends, il serait non seulement plus contagieux, mais aussi plus létal, plus mortel que le virus traditionnel, j'allais dire, le Covid-19 traditionnel, initial. Donc voilà, j'aimerais aussi que, peut-être on va l'aborder tout à l'heure avec Madame la rectrice, qu'on me fasse un point, j'allais dire politique entre guillemets, en termes de politique publique concernant le problème des masques pour nos petits de 6 à 11 ans, et leur accessibilité, leur accès à l'éducation nationale. J'avais préconisé pour ma part un certain nombre de choses, notamment des classes peut-être sans masque, pour ceux qui ont des préconisations médicales ou des parents véritablement opposés au port du masque. Est-ce que c'est possible? Nous sommes prêts à le faire sous les abîmes si c'est nécessaire. Permettre à tous nos élèves d'être à l'école, mais sans être impacté aussi la sécurité sanitaire des autres, des enseignants, du personnel et des autres élèves. Donc je pense qu'il y a une matière à réflexion, puis ça peut être pour nous un peu désagréable au niveau certain de parents d'élèves et politique même, et cette situation ne me convient pas. Il faut quand même continuer le dialogue et trouver peut-être. Monsieur le Président, on vous a perdu. Il s'est déconnecté? Oui. Non, il est là. Il est là. Monsieur le Président. Oui, j'ai fini, J'ai fini en parlant des masques à l'école. Vous m'avez entendu, j'espère? Oui, jusque-là, on a entendu. Bon. Alors peut-être je peux. Oui, j'avais compris. Oui, je comprends la doctrine, je comprends les contraintes, je comprends l'impératif sanitaire qui s'impose aux autres, en même temps l'impératif aussi reconnu, mais malgré les prises de risques, d'assurer l'éducation la plus sécure de nos enfants. OK? Ça, je comprends tout à fait, et j'y adhère même, vous le savez très bien. Sécurité avant tout. OK? Bon, maintenant, vous me dites qu'il y a un décret, le décret est fait au niveau ministériel. OK? Donc, un décret peut en remplacer un autre. Je crois que j'ai entendu le Premier ministre Castex lui-même dire qu'il territorialise la gestion de cette crise sanitaire désormais. Donc, territorialisation, ça veut dire qu'il y a quand même, avec le tronc commun des règles nationales qui devraient s'appliquer partout, il y a quand même quelques spécificités, quelques particularités, quelques adaptations qui sont possibles au niveau au moins régional. Les choses, je n'aurais pas question peut-être de consulter les 40 000 maires individuellement de la France, 40 000, oui, je crois, oui. Il y a des milliers, en tout cas, de maires de
de la République française, mais au moins d'assurer via le représentant de l'État, en fait, certaines concertations qu'on me fait aujourd'hui et de tenir compte, faire remonter au niveau décisionnel ministériel les quelques adaptations souhaitées. Ce qui m'intéresse de savoir, si vous, dans ce cadre-là, vous estimez qu'on peut faire valoir un certain nombre d'adaptations par rapport aux demandes qui sont faites, qui ont tendance quand même à se préciser. Je pense qu'au début, c'était une demande radicale, etc. Il y a des gens, il y a des ayatollahs qui sont contre le masque, qui sont contre les vaccins, ils sont contre le virus lui-même, l'existence même du virus, ils en doutent. Et ça, on ne pourra rien y faire pour cette catégorie de citoyens. Mais il y a d'autres parents qui, objectivement, sans être politisés, sans être complotistes, estiment qu'on pourrait scolariser leurs enfants à l'école dans des conditions peut-être sans masque. C'est difficile, hein, je comprends. Donc, il y a des dérogations qui sont possibles, me dites-vous. C'est-à-dire, il y a quelques personnes, un certain nombre de dérogations, quelques enfants qui pourraient être scolarisés sans masque. Mais il s'agirait peut-être d'étendre ces dérogations à d'autres catégories, sans entrer dans une exagération, évidemment, qui compromettrait la sécurité sanitaire du plus grand nombre dans les écoles. Voilà, hein. Et bon, c'est un choix à faire, hein. Et c'est à vous qu'incombe de faire remonter éventuellement ces éventuelles adaptations, de les négocier. Moi, je vous proposais des classes sans masque, limitées, pas dans toutes les écoles, mais dans 1, 2, 3 écoles. On a 37 écoles aux Abîmes. Et multiplié par X, ça fait un nombre de classes conséquent. Si on pourrait réserver 5 classes ou une dizaine à tout casser pour peut-être même moins, pour sans masque avec des spécifications bien particulières que vous éditeriez, ce serait peut-être une idée. Au nom de l'adaptation, au nom de la territorialisation. Ce sont des pistes que je lance. Je sais votre travail est très difficile, Madame la rectrice. Hein. Je ne veux pas vous compliquer la tâche, mais quand même à l'écoute d'une partie de la population qui, sincèrement, veulent autre chose que... Mais je comprends, mais quand... Faut être pragmatique, hein, je regarde les choses de la test scientifique, c'est même pas politique. OK? Et parce que quand on a ouvert l'éducation, on a dit qu'il faut que nos écoles soient sanctuaires, on prend le risque, même sanitaire, dans une certaine mesure, d'ouvrir nos écoles. C'est le sanctuaire, il faut que l'éducation se fasse. On a eu le débat aussi au niveau local. On savait qu'on prenait quelque part un risque, hein, et que s'il fallait se mettre toutes les chances de notre côté pour éviter la montée du virus, il fallait fermer aussi les écoles. Quand même prendre le risque, même si ça monte un peu, on va gérer. Mais il faut que l'éducation... On a pris un risque à ce moment-là. Quand on permet aussi aux enfants dans nos réfectoires, j'en connais les réfectoires, vous voyez comment ça se passe. Ils n'ont pas de masque, hein. Ils ont les masques dans la classe, mais quand ils sont dans les réfectoires, tout le monde est mélangé, hein. Et ça y va, hein. Et les gestes barrières, on est loin, hein. OK? Kawasaki ou pas? OK, donc là, il y a un vrai risque sanitaire dans les réfectoires, sans masque à l'enfant, qui est à mon avis autrement plus grand que celui qui consistera à accueillir dans des classes dédiées quelques dizaines, centaines peut-être à l'échelle de la Guadeloupe, de parents sélectionnés qui ne pourraient pas, des enfants qui, des notes, ne pourraient pas porter le masque. À mon avis, tout est une question de peser le pour ou le contre. C'est une décision qui est politique, mais qui, à mon avis, scientifiquement tiendrait la route. Et vous avez parlé tout à l'heure, Madame la rectrice, de la vie des mères. Ne présumez pas de la vie des mères. Laissez-nous le soin de décider si nous appliquerions ou pas la proposition que j'ai faite. Il n'est pas question pour moi de cautionner les blocages d'une quelconque corporation, de quelconque service public. C'est que l'ANS, j'ai déjà fait valoir à plusieurs reprises, compris aux abus. Donc ça, je ne cautionne pas cette action commando de parents, quelle que soit leur motivation, pour empêcher l'accès à la scolarité des enfants. 2, j'ai eu des avis très scientifiques de 2 éminents docteurs, hein, et amis, d'ailleurs. Et le masque, il est porté dans les classes.
Mais le port du masque dans les cantines scolaires où on a 200 enfants, l'un sur l'autre, à ce moment-là, il n'y a plus de critères scientifiques qui pousseraient à donner et dicter quelques consignes pour fermer les cantines. Parce que le risque est là. Il n'est pas uniquement dans des classes où il y a une vingtaine d'enfants. Ok, il y a aussi quand ils sont à plusieurs dizaines. Et moi, j'ai des cantines où ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Et le personnel de cantine écoute les médecins et monsieur le sort. Ben, je devrais les mettre à l'abri puisqu'ils sont exposés à des enfants sans masque dans les cantines. Donc, mon devoir de maire, ce serait de les protéger et de leur dire d'exercer leur droit de retrait et de rester chez eux. OK? Donc, quand on cherche une logique scientifique, il ne faut pas opposer aux parents qu'on ne peut pas créer quelques petites classes, des normes pour pouvoir y accéder pour leurs enfants, pour les accès aussi à la scolarité, et permettre aux tout venants de venir sans masque dans des cantines scolaires où le personnel communal est exposé. OK? Le personnel communal autant que les enseignants dans les classes. Le personnel communal de la caisse des écoles, de nos cantines. Merci. L'économique devient de plus en plus prégnant. Ce n'est pas le cas au début. Au début, c'était l'aspect sanitaire. On ne savait pas si ce virus allait nous tuer comme l'Ebola en Afrique. On n'avait aucune idée. Donc, il fallait confiner tous azimuts. Au fur et à mesure, on connaît le virus, on connaît ses limites. Il y a des variants qui arrivent, donc on reconsidère les choses. Donc, on apprend à vivre avec ce virus. Si vous avez raison, bien collé, il faudra qu'on apprenne à vivre durablement avec ce virus. Parce que l'économie doit fonctionner et la société supporte de moins en moins ces restrictions, notamment les jeunes qui appliquent de moins en moins les gestes barrières. Hein. OK, complètement sur le terrain. Et il y a des gens qui ignorent complètement les gestes barrières, surtout quand dans des lieux où, de regroupement ou de restauration, j'en parle même pas, etc. Donc, toutes ces occasions de fêtes, de festivités, de restauration, dans des milieux clos, etc., sont propices plus que d'autres à la propagation du virus. Donc, il faudra se pencher, évidemment, sur ces particularités, les moments de restauration, tous les moments où on ne porte pas le masque. Tous les lieux et les moments où on ne porte pas le masque, je pense qu'il faudra qu'on affine nos comportements, nos restrictions à ce niveau-là, davantage que dans d'autres circonstances. OK? Maintenant, on va vivre durablement avec le virus. Le moment, c'est un mauvais moment passé. Il faut qu'il soit court possible. Donc, la vaccination, évidemment, les péripéties du vaccin AstraZeneca n'encouragent pas beaucoup de personnes à y aller, mais il faudra y aller, hein, tout le temps, avec AstraZeneca ou autre, hein. Il faudra y aller. La vaccination, évidemment, continuer à les gestes barrières autant que faire se peut. Et la raison, bien, il faudra aussi augmenter notre capacité de traitement hospitalier en soins d'urgence et en réanimation dédiée au Covid. Parce que ça engorge l'hôpital, ça crée une situation difficile et ça justifie, il a bien raison de le dire, hein, initialement, mais encore jusqu'à maintenant, des restrictions, notamment à la circulation, à l'économie et aux libertés, hein, généralement. Donc, évidemment, augmentation, j'ai prôné très tôt, hein, j'ai alerté l'opinion publique où tout le monde ne s'en préoccupait pas, sauf le milieu hospitalier, évidemment, sur le besoin en lit de réanimation dans un territoire insulaire éloigné du restant de la République, de l'Hexagone notamment. Bon, je ne sais pas à quel point on en est à ce niveau-là. Bon, les choses n'ont peut-être pas guère évolué depuis, mais il faudra qu'au moyen terme qu'on augmente un des moyens, c'est pas le seul, il n'y a pas de moyen unique, il n'y a pas de exclusif, mais c'est un des moyens, via le Pôle à raison, d'y arriver, de pouvoir continuer à faire fonctionner l'économie, notamment insulaire, qui mise beaucoup sur le tourisme, tout en préservant évidemment la sécurité sanitaire des gens qui sachent que s'ils sont malades, ils vont être soignés, même en réanimation, on n'a pas une sélection, un tri à faire, ce qui est insupportable dans un pays qui se prétend civilisé. Le concevoir même, c'est des insupportables. Donc voilà, et continuer à faire l'éducation de nos enfants en même temps, dans des conditions les plus optimum possibles. Donc, je suis d'accord avec Dialcolé, on n'était pas d'accord au début, Dialcolé, mais on est d'accord. Merci Eric, et je partage totalement